Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors cette vidéo ne va concerner que des livres, que des romans. Petite présentation rapide, je suis artiste illustratrice pro, ma chaîne c'est essentiellement du dessin, des vlogs de dessin, de la peinture, des discussions autour des ateliers, etc. Voilà. Mais comme j'aime aussi beaucoup lire, habituellement, je mettais des petites rencontres littéraires et des petits avis lecture, comme ça, en fin de vlog. Mais j'ai décidé, pour éviter justement de un peu trop mélanger les choses, de faire une vidéo à part. Et je ferai maintenant des vidéos à part concernant les lectures. Donc comme ça, vous le savez, soit ça vous intéresse, tant mieux. Soit les gens qui sont sur ma chaîne ne sont intéressés que par le dessin, donc vous n'êtes pas obligé de regarder cette vidéo-là. Vice versa, au moins comme ça évitera que quand je fais des vidéos sur le dessin, des vlogs et qu'à la fin il y a la lecture, tout le monde s'en aille. Au moins comme ça, voilà, ça sera séparé, ça sera précis dans le titre. Et puis ma foi, c'est tout. Donc maintenant, si vous aimez bien mon art, continuez à me regarder. Abonnez-vous. N'hésitez pas aussi à activer la petite cloche parce que sinon vous risquez de louper les nouvelles vidéos qui vont sortir. Si vous aimez la lecture, vous êtes au bon endroit puisque là je vais vous parler des quelques livres que j'ai lus ou écoutés ou relus depuis on va dire le début de 2025. Et si par contre vous aimez les deux, ma foi, au moins comme ça vous serez content. Sur ma chaîne, vous aurez du dessin, de la peinture, du blabla et en plus des romans. Donc voilà, c'est cool. Alors je lis pas forcément que des nouveautés. Juste à côté de moi, j'ai mon chat qui est en train de faire le beau. Je vais vous le montrer. Ok, allez, écoutez, ma foi, on va débuter. Je vais essayer d'aller un petit peu vite, hein. Le but, c'est que ça prenne pas des plombes. Mais j'ai découvert des petites lectures vraiment, vraiment très sympas, d'autres qui m'ont moins plu, mais qui, à mon avis, peuvent aussi plaire à d'autres personnes. Donc on va débuter tout de suite. Je me tiens à un petit carnet de mes lectures où je mets pas forcément mes avis, mais au moins c'est le résumé des livres, comme ça je m'en souviens un petit peu. Je mets aussi une note, mais c'est pas une note dans le sens vas-y je vais noter un auteur. Non, c'est une note qui me permet de me souvenir si c'est un livre que je relirai avec plaisir ou que juste je l'ai lu, voilà je suis contente, ou que juste il est pas fait pour moi. Donc je note sur 5. Mais pour moi, ça sert plus de repère pour me souvenir en fait de ce que j'ai lu. Alors, j'ai débuté l'année avec Amélie Nothomb et je suis assez contente du coup d'avoir pu écouter Amélie Nothomb au lieu de l'avoir lu. Habituellement, de toute façon, ce qu'elle sort, ce sont des livres qui sont vraiment plutôt en petit format. Et en termes d'écoute, je dirais que souvent les audiobooks doivent durer entre 5 et allez, 7 heures max, guère plus, sachant que moi je vise plutôt les audiobooks qui durent une vingtaine d'heures à peu près. Là, c'est vraiment des toutes petites choses et c'est pas mal du coup, durant un travail, d'écouter ça ou tout simplement une routine le soir ou quoi que ce soit, ou même en voyage quand on prend son train. Donc voilà, ça peut être pas mal. Donc Amélie Nothomb, je connaissais déjà parce que j'avais déjà écouté des nouvelles d'elle. Après, je connais énormément tout ce qui est passage en émission, etc., où elle s'exprime et j'adore la manière dont elle s'exprime. Elle est, je sais pas, je la trouve vraiment kiffante, quoi. Et puis, donc là, ce que j'ai écouté, c'est Métaphysique des tubes de Amélie Nothomb, donc, qui est sorti en 2000. Donc j'ai commencé par celui-là. Ce que j'en ai noté, donc, c'est le résumé, c'est qu'en fait, elle parle de ses souvenirs d'enfance, mais alors c'est très très précis, en fait, c'est de sa naissance à 3 ans. Oui, oui, il y a même une portion sur sa naissance. Alors, si vous connaissez Amélie Nothomb, vous savez que c'est pas quelque chose qui doit être un peu surprenant, pas du tout. Donc dedans, il y a de l'humour. On a une Amélie Nothomb qui est beaucoup plus mature que ce qu'elle devrait l'être à son âge, bien évidemment, avec des réflexions qui n'ont rien à voir avec l'âge exprimé. Donc il y a un vrai décalage, mais qui est volontaire. Et puis, il y a toujours un peu de poésie dans ses écrits. Alors pour elle, son vrai éveil ou sa vraie naissance n'a eu lieu qu'à l'âge de ses 2 ans, grâce à un carré de chocolat qui a été mis dans sa bouche par sa grand-mère.
Et avant cela, elle était, selon elle, une sorte de dieu immatériel ou un simple tube, où là par contre c'est 100% matériel. Et le tout, en fait, elle nous parle du coup de sa véritable naissance à l'âge de 2 ans, de ce qu'elle se souvient de ses 3 ans, c'est-à-dire qu'elle se souvient de beaucoup trop de choses, on est bien d'accord, de son Japon béni, puisqu'elle est née là-bas et elle a vécu là-bas, et qui pour elle a été une seconde identité. Donc c'est assez truculent, c'est très agréable à écouter. Voilà, ça passe rapidement, c'est pas du tout difficile à comprendre, hein, même si le titre peut faire peur, même si le sujet peut faire peur aussi. Vraiment, ça se laisse écouter, c'est très agréable, c'est comme quand Amélie Nothomb parle, c'est jamais compliqué ce qu'elle raconte au final, mais quand on écoute cet audiobook qui n'est pas lu par elle, mais par une autre dame dont je n'ai pas le nom, je ne m'en souviens plus, c'est vraiment, vraiment... Mon chat vient de monter dans son arbre, donc je ne sais pas si vous avez entendu le son. C'est vraiment, vraiment très sympa à lire. Si vous aimez les gens qui s'expriment, qui racontent leur passé, n'hésitez pas. Si vous aimez les gens un peu allumés et bizarres, n'hésitez pas non plus. Bref, franchement, ça s'est lu très facilement. J'ai mis un 3,5 sur 5, c'est-à-dire que je suis vraiment contente de l'avoir écouté. J'ai passé un moment plutôt agréable. Est-ce que je le relirai ou le réécouterai? Je pense pas. Voilà, une fois, ok, ça m'a suffi. Ensuite, toujours d'elle, j'ai suivi comme ça. Donc, même si là, je suis retournée en arrière sur un écrit plus ancien, donc j'ai écouté Le sabotage amoureux, donc toujours de Amélie Nothomb, qui est sorti en 1993, normalement en première édition. Donc là, on a encore ses souvenirs d'enfance, c'est plus particulièrement l'âge de ses 7 ans. Cette fois-ci, ça se situe dans le ghetto des étrangers du Pékin, donc là on est en Chine, des années 70. Son père étant diplomate, il a été muté du Japon à la Chine. Et autant dire que pour Amélie Nothomb, c'est un crève-cœur total de quitter le Japon. Pour elle, en fait, elle se croyait japonaise de base. Elle est née là-bas, elle a vécu là-bas. Mais c'est un moindre mal parce que, bon, voilà, elle va se retrouver dans une culture chinoise. Donc, bon, elle va rester quand même dans une ambiance, on va dire, asiatique. C'est vraiment très large, là, ce que je suis en train de dire. Et surtout, elle va se trouver bien occupée puisque... on va être dans l'ambiance de la guerre des enfants. La guerre des enfants dans ce ghetto comme ça des étrangers à Pékin dans les années 70, puisque les enfants de ce ghetto vont poursuivre entre eux la Seconde Guerre mondiale. Ça va pas mal faire penser à un peu l'ambiance de la guerre des boutons, en termes de livres ou de films d'ailleurs, hein, qui est sorti. Donc on a de l'humour, on a un vrai sens de l'épopée, c'est-à-dire que Amélie Nothomb, du haut de ses 7 ans, se prend pour un grand chevalier, etc., qui monte à cheval, alors qu'en fait c'est un vélo. Mais donc voilà, il y a un vrai sens de l'épopée dans tout ce qu'elle raconte, dans ses différentes batailles, etc. On a aussi, du coup, en arrière-plan, la vie des étrangers installés à Pékin. On a aussi une vision un peu du régime politique à Pékin, dans la Chine, à cette époque-là. Et en fait, tout ce microcosme, donc tous ces gens vivent en milieu fermé, c'est pour ça qu'on parle vraiment d'un ghetto. C'est les gens d'origine étrangère qui étaient regroupés dans le même endroit. Et même si son père était diplomate, donc quand même avec un assez haut level, il se retrouvait du coup dans ce quartier aussi. Et Amélie Nothomb intègre aussi cette notion d'amour fou qu'on va retrouver d'ailleurs dans d'autres ouvrages d'elle-même, d'amour fou qu'elle a pour une fille, donc pour une fillette de son âge, qui a à peu près dans les 7 ans aussi, qui est magnifique, qui est extrêmement froide, qui la bat froid, comme on dit, qui la snob complètement. Et c'est sa belle Helena, donc sa belle Hélène. C'est pour ça qu'il y a toujours plus ou moins cette espèce de parallèle avec la guerre de Troie, etc. Bref, c'est grandiloquent, c'est du Amélie Nothomb. Ça se lit très facilement parce que, comme je vous ai dit, c'est une ambiance un peu façon guerre des boutons, avec beaucoup de poésie et cette ambiance d'épopée qu'elle rajoute.
Donc c'est assez sympathique. J'ai mis une note de 3 sur 5, pareil parce que je suis contente de l'avoir lu. Est-ce que je le relirai? Je ne pense pas. Pourquoi j'ai pas mis 3,5 comme l'autre sur 5? Franchement, je sais pas. Peut-être parce qu'il m'a paru un petit peu plus long. Il y a quelques longueurs. Il est aussi plus long en termes de quantité. Mais voilà, c'était quand même très sympathique. Mais voilà, c'était quand même très sympathique à découvrir. Ensuite, bon, je me fais la réécoute des Harry Potter. Et notamment, au mois de janvier, j'ai réécouté Harry Potter et la Chambre des Secrets en audiobook. Et c'est juste un énorme kiff où tout est parfait. J'ai mis 5 sur 5 parce que ça, c'est le genre de truc que je réécouterai continuellement. À savoir que la Chambre des Secrets, je pense que ça doit être mon préféré. Ça doit être vraiment mon préféré. Et voilà, c'est... Qu'est-ce que vous voulez? On a beau dire J.K. Rowling, donc maintenant elle a perdu le sens commun, mais l'œuvre en elle-même, je kiffe toujours autant, quoi. Moi, je sépare, je sépare les deux, hein. Voilà. Ensuite, donc, j'ai suivi avec du Neil Gaiman. Alors, du Neil Gaiman, pour le dire comme il faut, qui est sorti en 2005, c'est Anansi Boys. Il faut savoir donc je suis une grande fan de American Gods, donc un premier livre qu'il avait sorti avant 2005 du coup, mais j'ai plus la date. Il y a d'ailleurs une série Netflix American Gods qui est sortie, qui était très très bien, qui était sur OCS je crois, mais je l'ai vu il y a longtemps. Donc là, Anansi Boys, alors... on est toujours avec ce mélange des dieux sur Terre, etc., d'un problème de filiation et de survivance, comme ça, des dieux et de leur puissance et de bataille entre eux. Donc on est toujours dans ce domaine-là. Ça ne suit pas American Gods, mais souvent ils sont mis ensemble parce que c'est un peu des sujets qui reviennent et qui sont récurrents. Mais on peut tout à fait lire Anansi Boys de manière séparée avec American Gods. Donc Anansi Boys, c'est deux frères, ou plutôt deux moitiés. Si vous lisez le livre, vous comprendrez pourquoi je dis ça. Donc deux frères, ou plutôt deux moitiés, que tout oppose, sauf leur lignée. Ils sont les descendants du dieu truculent, déconneur, Anansi, et ils vont devoir vivre ensemble pour le meilleur, mais surtout pour le pire. C'est-à-dire qu'ils ont été séparés et ils se retrouvent à devoir vivre ensemble. Et alors autant vous dire qu'il y en a un qui est un peu plus chiant que l'autre pour la vie de l'autre en fait. Alors dedans on a la notion de honte. Vous savez des fois la honte qu'on peut ressentir pour certains de nos parents ou parfois même pour les garçons pour la figure paternelle ou vice versa. On a un peu honte en fait des générations antérieures. Ils nous font honte et des fois ils ont un humour qui nous blesse alors que eux c'est juste pour rigoler, des choses comme ça. Donc il y a comme ça cette notion de difficulté parfois à s'entendre. Il y a la notion de liberté, notamment avec un des deux frères qui lui en fait, on va dire, c'est sa vie totale, il est totalement libre. Il y a la notion donc des liens du sang. Des liens du sang qui, des fois, vont avec l'amour et des fois doivent transcender la haine. Il y a les relations difficiles père-fils. Il y a les relations parfois difficiles ou ambiguës frère-frère. Il y a de la magie, bien sûr. Il y a des pouvoirs. Il y a les contes, la notion des contes. Il y a le folklore, très important. Le folklore, les représentations des différents dieux et notamment des différents dieux animaux. Donc comme j'ai dit, c'est souvent présenté comme une suite à American Gods, mais en fait c'est juste que les thématiques sont communes et ça peut tout à fait se lire seul. J'ai beaucoup aimé. Il y a quelques passages qui m'ont paru un peu lents, mais alors après forcément tout s'accélère. Il y a de l'action, même si au début ça met un peu de temps à s'installer. Au début ça ressemble plutôt à un livre potache où on voit vraiment un frère qui mène une vie infernale à l'autre, quoi. Mais par la suite, il y a vraiment une intrigue, une action, etc. Ça se complexifie. D'ailleurs, il faut un peu ouvrir ses chakras à la notion de conte et de magie. L'écriture est très contemporaine. Voilà, c'est du Neil Gaiman tout craché.
J'ai mis un 4 sur 5. Pourquoi? Parce que j'ai bien aimé le lire et je pense que je vais aussi apprécier le relire. Donc même si j'ai préféré American Gods, et ça j'en parlerai dans une vidéo, j'en ai parlé dans une vidéo vlog précédente, je vais quand même y arriver. J'ai un petit décrochage parce qu'en fait mon téléphone s'était arrêté pour cause de mémoire. Donc là je reprends. Anansi Boys, j'ai quand même beaucoup apprécié. Ensuite, j'ai écouté La fin du monde tombe un jeudi. Donc en audiobook. Ça date de 2009 et c'est de Didier Van Kovlert. Je ne sais pas comment on dit. Alors en fait, c'est le tome 1 d'une série qui s'appelle, donc la série Thomas Dream. Le tome 1 est disponible en audiobook et en livre. Il existe le tome 2 qui est uniquement en papier. Donc là, il n'y a pas d'audiobook. Et il existe aussi un tome 3 qui, lui, n'est accessible que si on achète la version papier intégrale. Je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même de l'arnaque un peu commerciale. Donc si vous voulez le tome 3, il faut acheter l'intégrale qui regroupe le 1, le 2, et là ils vous mettent le 3. Mais si vous les achetez séparément, vous n'allez trouver que le tome 1 et le tome 2. C'est un peu particulier ça, je dois dire. Donc, qu'en dire? On est dans un monde futuriste qui est un peu glauque. Thomas Dream, c'est un adolescent, même un pré-ado. Thomas Dream doit écouter un vieux savant réincarné dans son vieil ours en peluche pour sauver le monde et les âmes errantes coincées sur Terre. Voilà. Clairement, c'est une sorte de anti-Harry Potter. Surtout au début du livre, il y a beaucoup d'humour. Le garçon, on va dire qu'il est pas dans... Comment dire? Physiquement, il n'est pas hyper attrayant. Il est maladroit. Il n'est pas doué. Il n'a pas beaucoup de personnalité, même psychologique. Voilà, donc c'est vraiment un anti-Harry Potter avec beaucoup d'humour. Et petit à petit, bien sûr, l'adolescent va finir par endosser la charge du héros et va se héroïser au fur et à mesure. Et donc, il va endosser cette charge du héros, voire peut-être même être beaucoup manipulé. Donc, on est dans un anti-Harry Potter. Le côté humour drôle, malheureusement, disparaît un petit peu tout au long du livre. J'adore ce savant réincarné dans le vieil ours en peluche. Ça me fait penser à un ancien écrit, parce que moi aussi j'ai écrit de par le passé. J'avais écrit donc un livre. Je devais en faire une série, et puis vous savez ce que c'est. Quand on a d'autres passions, notamment le dessin, on abandonne un petit peu quand c'est de l'écrit. Mais donc j'avais fait comme ça tout un tome où il y avait justement la notion de ce vieil ours en peluche qui prenait vie. Donc moi il intervenait plutôt vers la fin du tome 1. Mais là c'était vraiment très sympa, ce vieux savant dans ce vieil ours mité. C'était vraiment très, très cool. Bon, après, j'ai envie de dire, ensuite, c'est de l'action qui se succède. On rentrait plus dans un livre classique où il faut sauver le monde, il faut lutter un peu parce qu'on a des obstacles. Bon, voilà, plus classique, des choses qui, du coup, moi, m'intéressent moins. J'ai mis un 3,5 sur 5. J'ai apprécié l'écoute. Je suis pas sûre de réécouter. Voilà, je pense que ça m'a suffi. Est-ce que je vais lire le tome 2, voire le tome 3 ? Franchement, ça sera si par hasard je tombe sur la version intégrale, pourquoi pas, pour quelques centimes ou vendu à Emmaüs, why not ? Mais je vais pas faire, moi, la démarche d'essayer de trouver le livre. C'est sympa. Voilà, c'est sympa. Je peux conseiller, malgré tout, pour ceux qui aiment bien les ambiances un peu post-apo. C'est pas très sombre non plus. Et je sais que dans le tome 2, il va y avoir une ambiance beaucoup plus de forêt, etc. Puisque dans le tome 2, c'est la végétation qui prend la pleine possession de la terre, pour une fois.
Donc voilà, et le tome 3, j'en ai aucune idée. Ensuite, j'ai réécouté Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Oui, donc le tome 3 qui date de 1999. Alors, je pense que ça doit être la date de la version originale. Je sais pas si c'est la version française. Bon, c'est toujours aussi cool et satisfaisant. J'ai mis 4,5 sur 5. J'ai pas mis 5 sur 5 parce que mon préféré, c'est La Chambre des Secrets. Mais celui-là, il est juste énorme et je réécouterai, bien sûr, avec beaucoup, beaucoup de plaisir. Et je relirai aussi puisque maintenant, j'ai refait ma totale collection avec les éditions originales. Ensuite, j'ai lu La colline hantée de Elizabeth Hand. Donc ça, c'est un livre assez récent puisqu'il date de 2023. Alors l'histoire, c'est une dramaturge qui essaye de relancer une carrière éteinte dans l'œuf. Donc en fait, son but c'était d'écrire des pièces de théâtre. Bon, ça n'a pas énormément fonctionné dès le départ. Elle décide de louer un manoir, c'est-à-dire Hill House, qui est assez lugubre, mais qui l'attire pourtant inexplicablement, inexorablement et inexplicablement. Elle décide de le louer alors que la maison a l'air limite en état de délabrement, mais elle décide donc de louer ce manoir. Pour elle, ça serait l'endroit idéal pour travailler sur son projet de pièce de théâtre qui lui permettrait donc de revenir sur le devant de la scène, c'est le cas de le dire. Et c'est un projet de pièce qui a l'air quand même très très prometteur, pour lequel elle a reçu d'ailleurs une bourse pour aller jusqu'au bout. Et ce, avec ses 3 camarades comédiens. Donc il y a un jeune homme qui est d'ailleurs spécialiste dans les sons d'ambiance, qui est drogué, etc., qui essaye de se sortir un petit peu d'une mauvaise passe. Il y a une vieille actrice sur le retour qui a vu sa carrière un peu écrabouillée, c'est le cas de le dire, parce qu'il y a eu un accident lors d'une répétition avec un collègue à elle. Donc là, elle essaye de relancer un peu sa carrière. C'est pas quelqu'un qui est 100% sûre d'elle. Des fois, elle le montre alors que c'est totalement faux. Elle est pas sûre d'elle. Elle a plein de difficultés, on va dire, psy. Et puis, la copine, donc la compagne de la dramaturge en question, qui elle est une chanteuse, puisque dans cette pièce de théâtre doit être intégré aussi des moments de chant. Et donc, tous les 4, la dramaturge, sa compagne, l'actrice sur le retour et ce jeune homme, vont se retrouver pendant une période dans ce manoir Hill House qu'ils ont loué pour essayer de travailler donc, sur cette pièce de théâtre et avancer ensemble. Donc, c'est un peu comme si c'était une résidence d'artistes, quoi. Donc, on est entre citations de Shakespeare régulières, amour, sentiment et ressentiment, et ces personnages sont rapidement les jouets de la maison et des entités qu'elle abrite en son sein. Voilà, donc on est sur un livre d'épouvante de maison hantée, voire même ça va au-delà de la maison parce qu'il y a même le terrain autour qui est hanté. Qui fait ressortir certaines choses d'ailleurs des personnages qui sont dedans. Pour moi, c'est un vrai page-turner. C'est extrêmement kiffant, c'est bien écrit, ça va droit au but et ça a été recommandé par Neil Gaiman. C'est ce qui m'a fait prendre le livre, hein. Je vous le dis clairement. Pourquoi ça s'appelle Hill House? Justement parce que ça reprend La maison hantée de Je n'ai plus le nom, donc, qui est un livre qui est sorti dans les années 50, dont il y a eu l'adaptation sur Netflix il n'y a pas longtemps par le grand et merveilleux réalisateur Mike Flanagan, que j'aime d'amour, même si la série a quand même assez peu à voir avec le livre original des années 50. Et donc, Elizabeth Hand reprend l'œuvre des années 50 de... Je mets le titre parce que je ne m'en souviens pas, le nom de l'auteur. Et donc, elle reprend comme ça ce manoir de Hill House et elle y met sa propre histoire dedans. Il n'y a pas du tout besoin de lire La maison hantée avant de lire La colline hantée. Pas du tout. C'est pas du tout un livre simpliste qui reprend un truc qui est déjà existant. Non, c'est une réécriture. C'est très intéressant de voir l'évolution des personnages, de voir comment la maison agit sur eux. Voilà, franchement je vous le conseille et ça fait peur. C'est pas
gore ou quoi que ce soit. Vous n'allez pas avoir des boyaux ou des choses gore. Mais je peux vous assurer, vous lisez ça la nuit tout seul dans le noir, enfin avec une lumière quand même pour arriver à lire, ça fait flipper. C'est du fantôme, voilà, livre d'épouvante, j'aime beaucoup. J'ai mis un 4 sur 5, pourquoi ? Parce que je pense que c'est le genre d'ouvrage que je peux relire tout à fait avec plaisir. Ensuite, j'ai écouté Stupeur et tremblement de Amélie Nothomb, qui est sorti en 1999. Alors celui-là, je suis bien contente de l'avoir écouté parce que c'est quand même... je risque de dire une bêtise parce que je ne suis pas du tout une spécialiste d'Amélie Nothomb, mais c'est quand même le livre qui l'a fait la plus connaître. Alors, niveau notation, je vous dirai par la suite, mais j'aurais peut-être mis plus si j'avais écouté celui-là en premier. Mais comme j'ai écouté d'autres écrits d'Amélie Nothomb, disons qu'il n'y a pas eu l'effet de surprise sur comment elle écrit et comment elle s'exprime. Donc, comme j'ai enlevé cet effet de surprise, du coup, j'ai un avis qui est un peu plus faiblard, on va dire. Donc, dans ce livre, elle raconte son expérience aberrante au premier abord au sein d'une entreprise japonaise, donc, où elle a été employée dans le cadre plus ou moins d'un partenariat Japon-Belgique, enfin Japon-Europe. Alors, ça va des tâches absurdes, rabaissantes ou inutiles, jusqu'à la fin où elle s'en va. Et Amélie Nothomb dépeint comme ça la réalité au final de la société japonaise de l'époque au travail, des inégalités sociétales et sexuelles, ainsi que des carcans que s'imposent à eux-mêmes finalement les Japonais qui sont enfermés là-dedans. Est-ce que cette vision est toujours vraie ? Je sais pas, j'ai pas été au Japon dernièrement. En tout cas, c'était la vision à cette époque-là, dans les années 80, puisque c'est la période qu'elle dépeint. S'ajoute à ça une relation entre haine et plaisir non charnel, un peu sadomasochiste, qu'elle entretient avec sa supérieure hiérarchique. Donc là, ça nous rappelle un petit peu cet amour-haine qu'il y avait déjà dans le livre précédent dont je vous ai parlé. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui revient régulièrement, mais Amélie Nothomb apparemment aime beaucoup les très belles femmes qui la battent froid d'une certaine manière, c'est-à-dire qui la snob un peu ou qui prennent du plaisir à lui faire vivre des choses difficiles. Et elle a ce sentiment un peu bizarre d'attirance vis-à-vis de ces personnages-là. C'est assez truculent, ça s'écoute très très facilement. J'ai pas trouvé de temps mort. Malgré tout, j'ai mis un 3 sur 5 parce que est-ce que je le réécouterais ? Je pense pas. C'est assez court aussi encore. Mais voilà, j'ai passé un bon moment à l'écouter et je pense que si j'avais pas écouté d'autres choses d'elle avant, j'aurais en plus été surprise par son expression et j'aurais peut-être mis 3,5 sur 5. Mais voilà, bon, 3 sur 5, ça reste quand même au-dessus de la moyenne. Et puis ce n'est que mon avis personnel, hein, c'est très bien écrit, très très bien écrit. Ensuite, j'ai lu un livre qu'on m'a offert. Donc, il m'a été offert par Martine, qui prend des cours avec moi aux ateliers Clairefontaine de Citre-Chambéry. Et elle m'a offert ça parce que, vous allez voir dans la thématique, ça a un lien avec l'art. Alors, c'est l'histoire d'une jeune étudiante française sortie des Beaux-Arts au tout début des années 80. Elle s'appelle Fabienne. Donc Fabienne Verdier, c'est-à-dire qu'elle parle d'elle-même. Oh, je vous ai même pas dit le titre et l'auteur, pardon. Il y a eu une coupure, donc c'est pour ça. Donc le livre s'appelle La passagère du silence. C'est donc écrit par Fabienne Verdier. Il est sorti en 2003, donc il date un petit peu. Donc je reprends, c'est l'histoire d'une jeune étudiante française qui est sortie des Beaux-Arts. Elle obtient une bourse pour aller étudier dans une sombre école d'art de Chine dans la province du Sichuan, à une époque où clairement en Chine tout pose problème. On est dans les années 80. Le régime pose problème. C'est un régime totalitaire, abrutissant. Donc c'est le régime totalitaire abrutissant chinois de cette époque. Il y a la vie misérable des habitants, qui est faite de privations, de brimades, de tortures et d'espoir étouffé.
On est entre horreur et émerveillement fugace. Et Fabienne, du coup, dans cette ambiance, va découvrir et va redécouvrir l'art ancestral chinois, qui est un peu étouffé par le régime politique actuel, puisque tout ce qui est culturel qui date de l'époque avant du nouveau régime politique est écrasé. On essaye d'en garder juste un minimum, mais sinon tout le reste, on essaye de le faire disparaître. Donc elle va essayer de découvrir et de redécouvrir donc l'art ancestral chinois, de la calligraphie et de la peinture. Elle va maltraiter son corps parce que les conditions de vie sont compliquées, elle va maltraiter son mental et en gros, elle va élever son âme au travers de rencontres toujours très touchantes, en tout cas très intéressantes avec des anciens calligraphes, des anciens artistes qui sont pour certains pas faciles, pour d'autres qui vont tout lui donner. Et on ne s'ennuie pas dans le sens où on la suit comme ça dans son apprentissage. Et je vais dire que les 2/3 du livre où elle décrit du coup les conditions difficiles et ce qu'on lui apprend, c'est super. Je dirais que la dernière partie du livre est un peu plus lente parce que là, il y a beaucoup plus l'aspect philosophique. Elle a passé un cap. Elle est sortie diplômée. Donc, on va dire que vers la fin, il y a un peu plus l'aspect philosophique de cet art, mais malgré tout, c'est un livre que j'ai beaucoup apprécié. Alors, j'ai hésité entre mettre un 3,75 sur 5 ou un 4, parce que je me dis, est-ce que je le relirai ? Je ne sais pas encore. C'est pas un non catégorique, c'est pas un oui catégorique. En tout cas, je vais le garder parce que c'est un cadeau et ça m'a beaucoup touchée. Et j'ai été assez surprise d'avoir apprécié ce livre parce que je lis pas tellement d'autobiographie. Et là, voilà, je me suis surprise à vraiment l'apprécier parce que c'est écrit aussi de manière simple, c'est pas quelqu'un qui s'écoute parler. Et même quand elle essaye de traduire la pensée et la psychologie et... je trouve plus mes mots. De cet art ancestral chinois, elle utilise beaucoup les images en fait. Donc c'est très 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 agréable. Voilà. J'ai réécouté Harry Potter et la Coupe de Feu. Donc c'est le tome 4 qui est sorti en 2000 apparemment. Alors c'est toujours aussi cool, mais je commence à sentir une baisse de rythme. Donc à partir du tome 4, voilà. Il n'y a pas la même ambiance. Déjà, je les trouve un poil trop longs. Mais malgré tout, j'ai mis quand même un 4 sur 5. Alors, j'avais hésité quand même avec un 3,75, mais est-ce que je le réécouterais ? Ouais, je pense. Par contre, c'est peut-être pas celui que, si jamais je veux juste réécouter un truc, je prends le train et du coup, je veux réécouter un truc, c'est peut-être pas celui que je vais réécouter. Je réécouterai peut-être plus les tomes précédents. Voilà. Mais, voilà, toujours banger. Ensuite, alors j'ai écouté La fin des temps de Haruki Murakami. J'espère que je le dis bien. Alors Murakami, La fin des temps est sorti en 1985. Donc Murakami, il est vachement sur le devant de la scène tous ces temps-ci parce qu'il a sorti un dernier livre, là, cette année ou l'année dernière, en 2024 je crois, La cité aux murs incertains. Et il faut savoir que La cité aux murs incertains est une réécriture de La fin des temps qu'il avait sorti en 1985. En fait, il a écrit La fin des temps et il y a des choses apparemment qu'il aurait voulu maintenant raconter différemment. Donc il a décidé de re-raconter une histoire et apparemment il a changé aussi des personnages. Je n'ai pas lu La cité aux murs incertains, je verrai si je le lis par la suite. Mais donc je voulais débuter par La fin des temps. Qui apparemment est quand même assez représentatif de son style. Or, je n'ai jamais lu de Murakami. Donc voilà, c'était l'occasion, il était proposé sur mon application d'audiobook. Donc voilà. Alors le lecteur est plongé dans 2 histoires qui s'égrènent en parallèle, qui se succèdent chapitre après chapitre. Donc un chapitre c'est une histoire, l'autre chapitre c'est l'autre histoire, etc. Sans explication ni clé pour comprendre les univers différents. C'est-à-dire que l'auteur vous donne 0 clé. Vous êtes lancé là-dedans,
Démerdez-vous. Voilà. Je dois dire que sur le coup, ça m'a... Attends, mais je lis quoi là? C'est quoi ça? D'autant plus que les deux histoires ont quand même un style différent. Donc l'histoire numéro 1. Alors, on comprend quand même au fur et à mesure, hein, la compréhension et les suppositions naissent chez le lecteur petit à petit au fur et à mesure qu'il lit, et ça s'affine au fil de la lecture. Si moi, qui n'aime pas trop ça et qui n'ai pas trop l'habitude de ça, j'ai réussi à comprendre, c'est que normalement, vous êtes capable de comprendre aussi. Mais au début, c'est surprenant. Voilà. Mais si vous arrivez à vous faire des images mentales et à vous faire les films pendant que vous lisez, c'est très sympa. C'est très sympa. Donc l'histoire numéro 1, c'est un programmateur informatique, mais informatique entre guillemets, parce que son principal outil de travail, c'est son cerveau, qui est hors norme. Donc, ce programmeur répond à la demande d'un vieux chercheur qui souhaite encoder les résultats et les avancées de ses recherches. Voilà. Donc ça se passe dans un Japon contemporain, voire même un peu plus évolué que notre époque. Et les problèmes vont rapidement lui tomber dessus. Donc on va voir les démêler, comment il va falloir qu'il s'en sorte, parce que ça va lui tomber dessus. Dedans, vous avez aussi un peu de fantastique. J'en dis pas plus parce que je veux pas non plus griller. L'histoire 2, donc c'est un jeune homme qui se retrouve assigné à un travail assez onirique qui est de devenir le liseur de rêves. Oui. Dans une cité étrange, froide et un peu hors du temps, où la bibliothèque donne à lire des crânes de licorne. Puisque ces crânes de licorne, ces petits crânes de licorne, c'est des crânes de licorne apparemment taille réduite, sont les réceptacles d'anciens rêves qui sont donc comme ça compilés et que lui est chargé de lire. Alors pourquoi? Pour les faire revivre, etc. Alors, il n'a plus aucun souvenir de sa vie d'avant. Il se retrouve face à cette cité comme ça. On lui dit, vas-y, tu vas faire ça. Ok? Je suis qui? Pourquoi? Je sais pas. Donc, il n'a plus aucun souvenir de sa vie d'avant. Et il doit en plus laisser physiquement, pour de vrai, son ombre à l'entrée de la cité. C'est-à-dire qu'on vient, on découpe son ombre. Et son ombre doit rester à l'entrée de la cité, hors de la cité. Et lui rentre à l'intérieur. Et cette ombre qui est laissée à l'entrée de la cité, c'est prévu inexorablement, elle va mourir. Déjà, ça met l'ambiance. Donc, dans ce décor étrange, courent des licornes. Le personnage va s'intégrer peu à peu dans l'enceinte de cette cité. Il va commencer à nouer quelques relations avec les habitants de cette cité étrange. Et il veut aussi, en parallèle, comprendre qui il est, quel est son passé et pourquoi il est arrivé là. Bien évidemment, ces deux histoires, vous vous doutez, à un moment donné, elles vont avoir un lien. Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis la note de 3,5 sur 5. Parce que j'ai bien aimé. J'ai été contente de voir le style de Murakami et de comprendre un petit peu comment fonctionne ce monsieur. Est-ce que je lirai d'autres Murakami? Peut-être, certainement. Est-ce que je lirai La Cité aux murs incertains? Peut-être, si je la trouve d'occasion quelque part, why not? Est-ce que je la chercherai? Je ne sais pas. Peut-être à Emmaüs, oui, peut-être que je chercherai La Cité aux murs incertains. Mais est-ce que je vais volontairement faire des pieds et des mains pour l'acheter? Peut-être pas. Donc j'ai mis 3,5 sur 5 parce que est-ce que je réécouterai, puisque là c'était un livre audio, La fin des temps? Je ne pense pas. Je l'ai écouté une fois, ça me va. En plus, je sais qu'il y a une réécriture, même si c'est pas tout à fait la même chose. Donc, je vais plutôt éventuellement me tourner vers la réécriture plus récente. Mais je pense que pour les gens qui aiment les choses tordues, allez-y. Voilà. Johan, ça peut te plaire. Fin de la parenthèse. Et je vais vous laisser là-dessus, puisque là, je suis en train de lire Bad Girls de Jennifer Mathieu ou Mathieu. Alors, je crois que c'est Mathieu, parce que c'est pas un W à la fin. Ça s'écrit comme Mathieu.
qui date de 2023 et c'est une histoire de jeune fille adolescente dans les années 64 au Texas. Je vous en dis pas plus, je l'ai commencé, ça a l'air assez sympa. Voilà, donc voilà pour le petit topo de mes lectures depuis janvier 2025. J'espère que ça vous aura plu, que éventuellement ça vous aura fait connaître des livres que vous ne connaissiez pas, que ça peut aussi vous donner envie d'en découvrir d'autres. La plupart de ceux que je vous ai présentés sont disponibles à l'occasion, en occasion en fait, donc à tarif réduit. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez tenter l'aventure. Comme je dis, les notes que je mets, c'est juste moi pour me souvenir si ce sont des livres que je relirai ou pas. Ou, voilà. C'est des notes qui me servent plus de souvenirs perso. C'est pas du tout que je me permets de noter des auteurs. Écrire un livre, faut quand même le faire. Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si... ces vidéos comme ça sur les lectures, ça vous plaît ou pas. Dites-moi si j'ai bien fait de les couper avec les vlogs ou pas de dessin et de création artistique. De toute façon, je le ferai parce que franchement, sinon ça alourdit les vlogs. Donc je préfère séparer. Il n'y aura pas énormément de vlogs de lecture puisque je vais attendre d'avoir plusieurs ouvrages pour vous en faire. Donc ma chaîne ne va pas devenir une chaîne du booktube, pas du tout. C'est juste que j'aime bien lire, mais j'attendrai toujours d'en avoir plusieurs à vous présenter. Donc de temps en temps, il y aura quelques vidéos sur les livres, mais c'est tout. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé, à mettre un petit commentaire. Abonnez-vous à la chaîne en tout cas pour tout ce qui va arriver par la suite en termes de dessin et d'illustration. Et puis, activez aussi la petite cloche parce que apparemment les gens savent pas encore très bien quand je poste des nouvelles vidéos. Donc ça, c'est un petit peu embêtant. Mes vues baissent, tous ces temps-ci, mes vues baissent. Je suis, d'après les statistiques, beaucoup moins mise en avant par YouTube, y compris dans vos fils apparemment. Donc, bon voilà, c'est comme ça. Faut pas non plus trop se prendre la tête. Mais n'hésitez pas à en parler autour de vous. Sinon, concernant les dessins, retrouvez-moi sur marticruz.fr et sur Instagram, @marticruz. Voilà, je vous fais de gros bisous. Continuez à lire. Dites-moi s'il y a des livres qui vous intéressent là-dedans ou s'il y en a que vous avez également lu, pareil que moi, et ce que vous en avez pensé. Gros bisous, restez créatifs et ciao ciao.